L'idée, c'était de raconter un peu l'histoire de la marine américaine. En fait, c'est un peu la naissance de la marine américaine, finalement. Puisqu'ils n'avaient pas de marine. Avant, ils étaient protégés par la marine anglaise. Et donc, dès l'instant où ils ont leur indépendance, ils ont été obligés de se créer une marine, puisqu'il fallait bien se défendre. Et ils ont tout de suite fait des bateaux, les Américains, un peu au-dessus des autres. Ce qui a donné d'ailleurs le film Master and Commander, quand ils disent qu'ils courent après un navire français, la Chiron. En fait, en vrai, dans le roman de base de Patrick O'Brian, les Anglais courent après une frégate américaine qui s'appelle le SS Norfolk. Parce que justement, ils sont surpris par la puissance de feu, la vitesse, par les navires qu'ils ont fait tout simplement, qui sont au-dessus à l'époque. Donc en 1800, leur première frégate, ils les sortent entre 1797 et 1799. 5 frégates de base, les 5 grosses frégates au départ. Et ensuite, ils ont décliné pas mal de petites frégates, donc comme le Norfolk, l'Essex. Au départ, il y a 5 grosses frégates. Il y a l'USS President, l'USS Constitution, celui que je traite dans le DVD, qui est certainement le plus gros, vraiment le navire amiral, quoi. Ils ont l'USS Constellation, c'était pour les étoiles. Il y a l'USS, je crois, John Adams, le nom du premier président des États-Unis. Et le 5e, ça va m'échapper, l'USS United States, tout simplement, les États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est les 5 grosses frégates de départ, et puis ensuite, ils ont décliné des plus petites frégates, légèrement plus petites, pas non plus. Et donc, je me suis dit, ça n'a jamais été traité, déjà en bande dessinée, même en roman, pas trop d'ailleurs. Et je me suis dit, le but, c'est quand même essayer de raconter l'histoire de cette marine de guerre américaine, la naissance, quoi. Alors, ils ont fait la quasi-guerre contre la France, mais c'est une toute petite guerre avec quelques frégates. Et en fait, leur première guerre, ça a été contre les États barbaresques en Méditerranée, donc contre les États barbaresques qui attaquaient les navires américains, qui allaient commercer à l'époque avec la Turquie, la Grèce et l'Italie, parce qu'ils ne commerçaient plus avec les Anglais ni avec les Français, parce que les uns et les autres qui étaient en guerre les accusaient de collusion avec l'ennemi. Donc voilà, de toute façon, vu ce qui s'était passé avec les Anglais, ils ne pouvaient pas commercer avec eux. Et les Français les accusaient de collusion avec l'ennemi, donc ils commerçaient plus loin. Et ils se faisaient attaquer leurs bateaux. Donc à partir de 1801, les Américains ont envoyé, au départ ils payaient un tribut pour pouvoir passer sans se faire attaquer. Mais il se trouvait quand même que malgré le tribut qu'ils payaient, bien qu'il y ait ce tribut payé, ils se faisaient quand même attaquer quelques navires. Donc ils ont dit on va arrêter de payer le tribut. De toute façon le tribut correspondait à 10% du PIB du pays à l'époque, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc ils ont envoyé les frégates. Alors, je voulais traiter cette histoire-là, donc je me suis dit, je suis allé sur le site de l'usine de la marine à Philadelphie, pour voir s'ils avaient comme il existe en France sur le site de l'usine de la marine par exemple, des plans, une monographie sur les bateaux américains. Et là il se trouve qu'il se vendait une monographie sur le USS Constitution. Donc j'ai commandé la monographie, en ayant en tête cette histoire, en me disant je vais raconter l'histoire d'un navire américain, un navire de guerre. Et quand j'ai reçu la monographie, dedans, il y avait un petit livre de bord résumé du Constitution, avec toutes ces dates, alors pas en détail, mais toutes les dates primordiales du Constitution, tout ce qui était en ce qui concernait leur voyage justement pendant la guerre et pendant le blocus qu'ils ont exercé en Méditerranée. Donc tous les ports dans lesquels ils se sont arrêtés, ils sont restés, toutes les dates importantes pour les avaries, pour les combats, pour l'armement. Et donc je me suis dit, bah voilà, le livre d'or, c'est le fil rouge de l'histoire. Et donc je suis parti de le livre d'or, le livre de bord. Et donc je me suis dit, ce livre de bord, il va être le fil rouge de mon histoire. C'est-à-dire que je vais partir du point de départ A, c'est-à-dire Boston, en août
1803. Parce que j'ai pas traité la première partie, en fait, 1801-1803. Ils ont envoyé un amiral, l'amiral Byron, le Commodore Byron, qui était un peu alcoolique, pas trop. Il avait en fait son boulot, quoi. Et donc à un moment, Jefferson il a dit on va changer. Et donc ils ont envoyé le Commodore Preble, qui lui, à bord du Constitution, avec d'autres navires, une escadre de 6 navires, 2 frégates, 2 goélettes et 2 briques. Et ils sont partis pour prolonger le blocus qui était déjà en place, en rejoignant les navires qui étaient déjà en place en Méditerranée. Donc moi, mon histoire commence en 1803, à bord de l'USS Constitution. Ensuite, moi, je ne voulais pas raconter non plus que l'histoire du bateau. Parce que aussi, ça va être un peu, si je prends que l'amiral Preble, enfin, le Commodore Preble, on disait Commodore chez les Américains, si je prends que le Commodore Preble et puis l'histoire du bateau, ça va peut-être pas trop intéresser les gens. Donc, par-dessus, j'ai greffé l'histoire d'un jeune aspirant. J'ai choisi un aspirant parce que c'est, à l'époque, sur les navires de guerre, l'aspirant, c'est vraiment le maillon entre l'équipage et les officiers. Parce que c'était quand même deux très compartimentés, comme sur toutes les marines de guerre, d'ailleurs, que ce soit françaises ou anglaises. La chose était très compartimentée, il y avait les officiers et les militaires du rang, les matelots, les fusiliers marins, c'était quand même vraiment très compartimenté. Et le maillon, en fait, la liaison, c'était l'aspirant. C'est juste celui qui est juste avant le grade de lieutenant, celui qui va rentrer, qui va devenir de toute façon lieutenant à plus ou moins long terme. Et donc moi, mon aspirant, il aura sa propre aventure, c'est-à-dire qu'il s'embarque sur le bateau parce qu'il veut se venger de quelque chose, il a sa propre histoire, c'est-à-dire qu'il s'embarque pas sur ce bateau-là comme ça pour dire. Et comme ça me permet de faire un parallèle entre l'histoire du bateau et en le faisant quand même un petit peu plus aventure, grâce au fait de ne pas faire un récit historique à la Wikipédia, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je voulais amener un personnage dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la petite histoire de mon personnage dans la grande histoire de la marine américaine. Avant, oui, j'ai travaillé avec des scénaristes. Sur les pirates, on a travaillé avec Marc. Alors, c'était déjà une histoire marine, mais pas non plus ancrée marine, très marine. Il y avait le passage à terre, c'est l'histoire des frères Lafitte. On pouvait se débrouiller. Mais là, l'USS Constitution, je voulais vraiment faire ce qu'on appelle, j'ai fait une BD de marine, comme il existe des romans de marine de Patrick O'Brien, je sais pas, d'autres romanciers que tous les amateurs de romans de marine connaissent. Et je voulais faire vraiment une BD de marine comme il existe un roman de marine, donc avec des termes très techniques, avec un glossaire, et utiliser vraiment des termes de marine. Et donc, je me suis dit, si je le donne à un scénariste, il va falloir que ce soit un scénariste qui s'y connaisse bien en marine. Il n'y en a pas 15. Il y a Patrice Pellerin, il y a Jean-Yves Delitte. Donc je me suis dit, autant le faire moi, quoi. Et donc du coup, j'avais mon histoire, j'avais envie de scénariser, j'ai proposé à Léna. Parce qu'il faut savoir, quoi, on ne peut pas faire une histoire de marine si c'est comme l'histoire d'aviation ou les histoires, je sais pas, de train en général. Les gens qui font ces histoires-là sont des passionnés, qui connaissent tout sur le bout des doigts. Pour essayer d'immerger le lecteur le plus possible dans... Et là, c'était vraiment une histoire marine, c'est-à-dire que ça allait se passer quasiment on va dire, aux 2/3, voire les 3/4 du temps, ça se passe sur le bateau. Donc il faut intégrer la vie marine à l'époque, les termes, comment ils parlaient avec des termes marins. Ce qui fait que, par exemple, la semaine dernière, j'ai découvert que sur bateau.com, il y avait une critique d'un gars qui fait des critiques et il disait qu'il était super content de trouver cette BD, il la conseillait parce que quand on s'embarquait dans l'histoire de l'USS Constitution, on partait vraiment dans l'histoire marine avec des termes de marine, avec des voiles qui sont bien placées, bien nommées, bien faites. Et il dit c'est un plaisir de prendre les bords avec ce bateau-là parce qu'il dit voilà, il disait il n'y a pas d'erreur, on est vraiment embarqué dans un récit qui utilise des termes de marine. Alors il y en a certains, ça peut les bloquer. Après, même si on ne s'y connaît pas en marine, moi quand j'ai commencé à lire des romans de marine, j'y connaissais rien en marine. L'histoire se comprend, même si on ne sait pas ce que ça veut dire qu'une voile s'abraille, par exemple. Oui. De toute façon, pour ça, il y a le glossaire à la fin, pour ceux qui veulent. Mais ceux qui veulent le lire sans utiliser le glossaire, ils peuvent le lire aussi, ils comprendront l'histoire quand même. Le but, c'était de toucher le grand public quand même. Avec mon histoire, je pense que je peux toucher le grand public. Et puis les amoureux de tout ce qui est roman de marine et tout, je pense qu'ils s'y retrouveront vraiment. Je pense que vraiment, moi j'ai rencontré un monsieur ce matin en dédicace, il me disait, vous savez, il me dit j'ai pas lu les Pirates de Barataria, mais par contre il me dit j'ai lu SS Constitution, et il me disait moi en marine j'ai pas lu beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses qui me plaisent,
il y a juste les bourgeons et les pèlerins. Et il me dit maintenant il y a vous. Bon, bah, voilà, on est dans les récits, on est dans les vrais récits de marine, ça, comme, oui, comme les grands dessinateurs de marine, comme sont bourgeons et pèlerins. Voilà. J'essaie de faire comme eux, à mon niveau. Bon bah oui, c'est une journée comme tout le monde. Hein. Et en fait, moi, je travaille sur feuille à l'encre, donc ça commence par l'écriture bien en amont de l'histoire. Parce que j'aime bien commencer une histoire avec tout le récit écrit. Je ne vais pas partir, et là des fois ils font un tome, ils savent que ça va être en 3 tomes, mais ils commencent le dessin en ayant scénarisé qu'un tome. Et moi je préfère avoir scénarisé les 3 tomes parce qu'on s'aperçoit quand on écrit que des fois au tome 3 on se dit ah bah tiens, ce serait peut-être bien de rajouter ça dans le tome 1 parce que ça... Et donc tout ce que je fais là, je suis en train de travailler sur un prochain projet que j'ai proposé aux éditeurs. C'est pareil, ce sera 2 tomes de 72 pages, c'est déjà écrit, c'est tout écrit, tout bouclé dans le nombre de pages, parce que comme ça, ça nous permet de revenir, alors que quand on part comme ça, en ayant fait un tome, en commençant à le dessiner, sans avoir encore, en ayant en idée ce qu'on va faire, mais en n'ayant pas scénarisé complètement, des fois on peut, moi je peux pas fonctionner comme ça. Après, la journée de travail, bah oui, je me mets sur ma planche, quand j'ai fait mon scénario, bah après je fais mon découpage, comme on dit, sur un petit cahier, sur le découpage, c'est la planche en petit, quoi, pour voir à peu près les plans que je vais choisir et tout. Puis après, je crayonne les gens. Et une journée, bah, c'est une journée presque normale, je dirais, d'un travailleur normal. Hein. On essaye 8-9 heures du matin jusqu'à 18-19 heures le soir, avec une pause le midi pour manger. Ouais, après moi c'est un plaisir, hein, donc il y en a pas mal qui me le disent, ça, ils me disent oh, putain mais tes bateaux c'est de la folie, comment tu fais? Et c'est pas un sacerdoce pour moi, c'est vraiment un plaisir, donc je pense qu'en prenant plaisir à les dessiner, normalement c'est le but, c'est qu'après les lecteurs ils aient du plaisir à les regarder, quoi. Et j'ai envie qu'ils soient vivants, moi j'ai envie que les bateaux soient posés sur l'eau. J'ai pas envie d'avoir des bateaux qu'on voit parfois dans certaines BD où on se dit mais bon, c'est pas possible, des fois ils sont trop hauts sur l'eau, trop bas sur l'eau. Alors c'est vrai que j'essaie de porter un soin assez particulier à la documentation, à la réalisation des dessins pour qu'ils soient les plus vrais possibles. Après je vais pas pousser non plus le dessin jusqu'à dire quand ils partent la première journée, le bateau il est bien enfoncé dans l'eau parce qu'il est chargé en eau et tout. Et puis au bout de 3 semaines, il est un peu plus haut sur l'eau, comme c'était vraiment à l'époque, parce que il s'est allégé. Ils ont usé de l'eau, ils en ont bu, donc évidemment le bateau s'allégeait au fur et à mesure. Et c'est vrai que un bateau au départ et un bateau à l'arrivée, il n'est pas au même niveau dans l'eau. Hein. Oui. Donc je pousse pas jusqu'à là quand même. Par contre, j'essaie de le dire des fois dans les textes. J'essaie aussi d'amener une seconde documentation. En fait, c'est que j'essaie d'amener du réalisme dans le dessin, mais aussi d'amener du réalisme dans les textes, c'est-à-dire dans la vie à bord. Ça va essayer de montrer la promiscuité. Donc ce qui fait que j'ai des scènes parfois où il y a des choses qu'on ne peut pas montrer en dessin. Dans le tome 2, dans le début du tome 3 par exemple, qui va sortir en avril, j'ai une scène où depuis plusieurs jours, 15 jours, il fait hyper chaud. Donc il y a quasiment plus d'air, ils sont bloqués dans une température extrême. Il faut savoir sur les bateaux, quand il faisait super chaud comme ça, au fond du bateau, toujours, systématiquement, il y a un résidu d'eau. C'est comme ça, il y a toujours un résidu d'eau au fond des bateaux. Et donc, quand il fait très chaud comme ça, le résidu d'eau pourrit et il se dégage une odeur pestilentielle dans tout le navire. Et donc ça, on ne va pas le montrer au dessin. Donc c'est dans les textes que j'explique qu'à la fin, les marins, ils dorment sur le pont, ils dorment même plus dans leur hamac sur les sous-ponts parce que c'est impossible, l'odeur est trop forte. Donc ils dorment en dehors, sur le pont, pour pouvoir respirer un air un petit peu moins vicié par l'odeur. Et donc ça peut se faire que par le texte. Ensuite, il se met à pleuvoir. Donc quand il pleut comme ça, il faut savoir que comme le tillac, alors le tillac c'est le pont, hein, c'est un pont en bois, comme le tillac il a pris le chaud pendant 15 jours, le bois s'est rétracté, il a travaillé. Donc les jointures se sont écartées. Et donc si jamais il se met à pleuvoir beaucoup, d'un coup comme ça, l'eau traverse tous les ponts. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous, sur les 3 étages, c'est trempé, parce que l'eau tombe sur le pont et s'engouffre dans les étages en dessous et mouille tout, les hamacs, les vêtements, tout. Donc et ça, ils ne peuvent pas trop l'éviter de toute façon. Donc il y a une scène comme ça où ça mouille tout, et ensuite on voit, la scène d'après, que le bateau est pavoisé de hamacs qui sèchent, de chemises qui sèchent, accrochées partout sur le bateau, parce qu'il
fallait les faire sécher. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement. En fait, le but, c'est d'essayer de mettre en parallèle la vie de mon personnage, la vie sur un bateau à l'époque, comment ça se passait, quoi. Pareil pour les scènes de combat, sur le pont, quand les canons tiraient, c'était irrespirable. Les fumées noires, ils mettaient les bandeaux qu'ils avaient autour du cou, ça ne servait pas à rien. Hein. C'est que quand ils les trempaient dans l'eau vinaigrée, ils les attachaient ici, et comme ça, avec l'eau, ça faisait un peu filtre, et ça leur permettait de pouvoir un peu respirer à cause des fumées noires. Parce que quand ils faisaient des séances de 2, 3 heures ou 4 heures de bombardement, on voyait plus clair à 3 mètres dans le pont de batterie, on voyait plus clair à 3 mètres. C'était un nuage de fumée pas possible. Il faut quand même se rendre compte. J'essaie de montrer ça, j'essaie de montrer que si au bout de 2 heures de bombardement on touchait le bout du canon était rouge. C'est-à-dire que quand il tirait depuis 2 heures, l'affût de canon, la pointe, était rouge comme si on l'avait mis dans... Donc si tu touchais ça, tu laissais ta peau, c'était quand même hyper dangereux. C'est pour ça qu'il y avait des palans et qui tiraient avec les canons avec les cordes, qui les replaçaient avec les cordes. Il n'était pas question de toucher. Au bout d'une heure, même pas, au bout d'une demi-heure de bombardement, il n'était plus question de toucher l'affût de canon, il était brûlant. C'était impossible. Alors j'essaie de faire... de retranscrire tout ça et que les gens, parce que dans les films on voit pas, c'est l'impression qu'ils tirent, à la limite ça appuie sur les canons, ça va vite. Ça va. Et j'essaie de rendre le récit le plus réaliste possible pour essayer d'immerger les gens dans la vie à bord d'un navire de guerre de l'époque. Bon, mes parents m'ont dit de toujours t'as dessiné, t'as aimé ça, plus ou moins, mais oui, je me rappelle avoir 7-8 ans et avoir passé des dimanches à dessiner dans des petits cahiers de dessin, des BD où je recopiais un peu Totoche, qui était les BD de mon époque. Je faisais des histoires un peu... mes parents m'ont dit, ça je ne me souviens plus, ils m'ont dit une fois tu avais fait une histoire de gars qui avait cambriolé une banque et puis après il fuyait et il traversait un champ. Et là il y avait un gros taureau, il avait couru après le mec, il avait enfourné la mallette et les billets s'envolaient. Enfin voilà, des histoires... on peut avoir l'idée d'écrire à 7-8 ans, c'est mes premières BD. Après j'ai toujours travaillé, je suis un autodidacte, donc j'avais fait des écoles d'art, donc j'ai toujours dessiné en marge de mes cahiers, quand on partait en voyage scolaire en Angleterre, sur le bus à l'époque et sur le bateau, je faisais des caricatures des profs, j'étais le dessinateur de la classe, quoi, voilà. Puis après j'ai continué de dessiner, puis vers 20 ans, je me suis intégré, j'habitais à Troyes, donc on était plusieurs dessinateurs ou des gens un peu dans la culture à Troyes. On a décidé de monter un fanzine, donc on a créé un fanzine, et donc j'ai dessiné dans le fanzine. Puis petit à petit comme ça, je suis arrivé à métier de dessinateur. Ah, c'est mon fief, hein. Non mais je rigole, mais il y a la corderie déjà, je fais mes courses. Tous les ans, en général, je fais un coup les courses à la corderie. Il y a l'Hermione, il y a le cadre, c'est une ville que j'aime bien. Bon, et puis c'est vrai que j'ai un plaisir fou à venir dédicacer, pas que à Rochefort. J'essaye d'aller dédicacer dans des lieux marins parce que je m'aperçois qu'il y a un public, bon, je ne vais pas le cacher, hein, je vends plus d'albums en Bretagne et sur la côte aquitaine qu'en Haute-Savoie. Mais parce que voilà, c'est un secteur plus marin, donc des gens qui vont peut-être être plus des lecteurs de récits de marine, et donc automatiquement, à chaque fois que je vais dédicacer à Concarneau, à Saint-Malo, à Rochefort ou à Nantes, c'est un plaisir différent, parce que les gens, on rencontre en dédicace des gens aussi où on sent qu'ils sont ils aiment la marine, ils sont dedans, donc du coup, je dis pas qu'il n'y a pas des gens de province qui n'aiment pas les bateaux, hein, je crois que le Bosco de l'Hermione, il est rémois, comme quoi, on peut aussi, mais c'est vrai que on a un public qui est là, en tout cas, ça c'est sûr. Après, le festival, c'est comme on dit, hein, si on y revient, c'est qu'on s'y est plus. C'est comme tout, on est auteur, hein. En plus on se connaît tous, donc on se parle entre nous. Si on trouve que c'était pas bien, on n'y retourne pas. Hein. Voilà. Donc si on revient à plusieurs années de suite, c'est qu'on y trouve en tout cas son plaisir, quoi. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que les organisateurs sont sympas. Les gens aussi, hein, c'est le lectorat, enfin le public aussi est important, parce qu'il y a des festivals où des fois le public on le sent moins que d'autres. Et là, c'est plutôt un bon public, j'ai l'impression.